Bonjour à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne L-Prod. Je vous avais promis une vidéo pour résumer le 10e vol du Starship qui s'est donc déroulé il y a déjà maintenant un petit peu plus de 24 heures. C'était dans la nuit de mardi à mercredi, 1h30 du matin heure de France, décollage du Starship. On va voir si ça a été un réel succès ou s'il y a des choses encore à améliorer. Oui, vous l'avez compris, vous avez peut-être déjà regardé un petit peu ce qui se disait sur YouTube. Le vol a été presque nominal. Je vous propose de revivre dès maintenant ce 10e vol. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Vehicle pitching downrange. Booster chamber pressure nominal. All right, we're a little over 40 seconds into flight. 33 out of Booster and 33 ship, Raptor avionics, engines. power and telemetry nominal. Getting good call outs, healthy systems on the booster as it starts to pitch over the Gulf. On le voit sur ces images, un vol nominal, enfin un décollage en tout cas, qui était nominal dès le départ. Pas de difficulté particulière, pas d'encombre non plus, avec tous les moteurs, les 33 moteurs du booster, le premier étage de la fusée, qui sont allumés à ce moment du vol. On est à un petit peu plus d'1 minute 20. On sait que la période de séparation apparaît aux alentours de 2 minutes 30, 3 minutes. Voilà, on arrive à cette période de séparation, donc le hot staging, comme on l'appelle, et on s'aperçoit qu'il y a un moteur qui ne s'est pas rallumé justement sur le booster. Ça, c'est le premier élément qu'on enregistre. Là, on voit l'anneau de séparation des deux étages qui permet cette séparation qui, lui, va retomber dans la mer, qui n'est pas récupérée dans cette version 1 du booster, qu'il sera dans les versions précédentes à partir du B18 normalement, donc la nouvelle version du booster qui, rappelons-le, sera utilisée uniquement sur la plateforme de tir B, c'est-à-dire Mechazilla, la tour numéro B. Là, on est donc dans la période où le booster, lui, va redescendre sur Terre. Ça se passe plutôt bien pour le moment. On voit sur votre droite de l'écran le Starship, le S-37. Voilà la descente du booster qui va simuler bien un arrivage sur une tour factice située en mer, donc puisqu'on ne le récupère pas. Tous les moteurs s'allument, toujours un moteur en moins. Et là, les dirigeants de SpaceX avaient décidé de faire un arrivage, quoi qu'il en soit, assez différent, avec, vous voyez, deux moteurs centraux, plus un moteur latéral, pour voir si ça fonctionnait en cas de problème. Eh bien, ça n'a pas posé de souci. Le booster s'est posé en toute délicatesse dans le golfe du Mexique. Vraiment toujours des magnifiques photos prises par ces caméras embarquées par l'entreprise SpaceX. Voilà, le booster qui se pose et qui finalement va donc disparaître. On va continuer ensuite pendant ce tir à suivre l'épopée du Starship 37. Là aussi, tous les moteurs sont allumés, plus aucun problème, tout va bien. Il va y avoir une mission importante, voilà, c'est le largage de ces satellites factices qui sont des Starlink factices. Je rappelle le principe, ça n'avait pas encore pu être testé suite aux explosions différentes du Starship. L'idée était simple, hein, ça fonctionne comme ces machines à bonbons pèse qui existaient dans les années 70-80. Quand il y en a un qui sort, il y en a un autre qui prend sa place et qui va se placer devant la trappe de sortie. Alors on a vu déjà des premiers tests qui avaient été effectués avec une trappe d'ouverture qui ne fonctionnait pas. La trappe par où s'évacue donc ces satellites. Ensuite, il y a eu les explosions successives sur la version V2 du Starship. Et puis là, enfin, on allait pouvoir tester les fameux satellites factices Starlink
donc la porte du Starship qui va s'ouvrir dans quelques instants et le premier satellite qui va donc lui-même être évacué par celle-ci. Faut savoir que c'est, et je le rappelle toujours, hein, c'est une des missions principales du Starship, malgré ce que dit son PDG. C'est avant tout de la rentabilité, le Starship. Hein. Même si la mission, c'est d'aller sur Mars, d'aller sur la Lune, ce qui compte, c'est de pouvoir placer en orbite des satellites avec cette méga fusée, la réutiliser, donc pouvoir à faible coût gagner de l'argent. Voilà, pour résumer un peu la situation, c'est un petit peu ça la vocation première, j'ai envie de dire, du Starship. Donc là, on a assisté à toujours ces caméras embarquées qui nous ont offert des images magnifiques de ces satellites. Donc la trappe va s'ouvrir. Et on voit d'ailleurs sur le côté droit et le côté gauche, vous voyez ces chaînes, on dirait des chaînes de motos ou de voitures, des courroies de distribution. C'est à croire que l'entreprise de SpaceX a récupéré des courroies de distribution de vieilles voitures. Là, évidemment, c'est la joie de toute l'équipe de SpaceX, puisque le premier satellite a été éjecté dans l'espace. Là, on va avoir droit à différents exercices. Alors, il y a eu quand même un petit bémol hein, sur l'un des satellites. Il a touché la porte de sortie. Donc ça aurait été un vrai satellite, je pense qu'il aurait été un petit peu abîmé. Et ce qui est impressionnant, c'est que regardez, on voit dans le fond, si vous regardez bien, ces faux satellites qui tombent dans le vide comme s'ils partaient d'une falaise pour s'échouer. Alors d'ailleurs, ils sont retombés sur Terre, hein, puisque c'était l'idée de les faire retomber sur Terre. Donc du coup, SpaceX s'est fait plaisir. Je ne sais plus combien de faux satellites ont été envoyés. On voit ici encore un nouveau modèle, on voit la trappe qui s'ouvre, le satellite qui est amené à sa hauteur, et ensuite il est évacué dans le vide. Voilà, là il en reste un a priori. Oui, je disais, ils sont retombés sur Terre, donc voilà, ils ne restent pas dans l'espace pour ne pas faire des déchets justement. Il y en a bien assez comme ça autour de la planète. Donc ça, c'était une des deuxièmes missions qui était fournie donc, au Starship. Pas de problème, là aussi, ça s'est plutôt bien passé. Mission accomplie. Il y avait une troisième mission, je ne sais pas si on va la voir d'ailleurs sur ce résumé, qui consistait à rallumer un moteur dans l'espace du Starship. Pourquoi ? Parce que le Starship, il sera amené par la suite à se placer sur différentes orbites, entre autres pour partir ensuite vers la Lune, une fois qu'on l'aura réalimenté en ergol, et ça fera partie des différentes tâches que va devoir régler l'entreprise, c'est-à-dire pouvoir à nouveau remettre du carburant dans un Starship grâce à un Starship, on va dire, citerne, qui devra lui apporter du carburant et ensuite en avoir assez pour aller, par exemple, vers la Lune avec cette version modifiée du Starship lunaire. Voilà, encore quelques vues parce qu'on ne s'en lasse pas de ces satellites qui ont été éjectés, ces faux satellites, ces satellites factices qui ont été éjectés. Et puis, on ne verra pas, je pense pas, le rallumage du moteur atmosphérique. Bon, ça c'est fait, hein, donc il n'y a pas eu de souci. Ça aussi, c'est une des missions qui ont été accomplies. Puis surtout, alors c'est la grosse mission qui était attendue, c'est le retour sur Terre du Starship avec, là il faut le signaler, le bouclier thermique hein, qui n'est toujours pas très au point. C'est un des gros points noirs, on va dire, actuellement. On utilise des Starbrick qui sont un peu les ancêtres de ce que l'on utilisait sur la navette spatiale. Hein. C'est à peu près les mêmes composants, mais à savoir que quand la navette spatiale rentrait sur Terre, il fallait plusieurs mois pour la remettre en état et la faire repartir. L'idée de l'entreprise SpaceX, c'est d'avoir un Starship qui revient sur Terre et qu'on n'ait pas à chaque fois à changer les briques parce qu'elle s'abîme avec le frottement avec l'atmosphère. On le rappelle, une température de 1600 degrés et forcément, ça crée des dégâts. Et en plus, on le verra à la fin, mais je vous en reparlerai. Là, ce qu'on peut voir, c'est l'échauffement avec le plasma qui se forme sur le frottement entre l'atmosphère et le Starship et les ailettes qui ont malheureusement un peu souffert. On en voit une qui commence un petit peu à partir en lambeaux, là sur le côté. Ça, ce sont les ailettes qui dirigent le Starship. Alors, celles du bas ont été quasiment détruites, il faut le savoir. Et celles du haut, ça doit être celles qu'on voit actuellement, qui ont quand même un petit peu souffert, elles aussi. Donc ça fait partie des choses. Il y a eu une petite explosion qu'on ne voit pas sur cette vidéo, aussi dans le bas de la jupe du Starship, qui serait liée à des petites poches d'oxygène qui avaient été mises pour éviter les fuites sur le Starship dans les vols précédents, ce qui avait provoqué d'ailleurs les explosions.
et qui ont provoqué là aussi une petite explosion, mais qui n'a heureusement pas endommagé les moteurs pour son retour sur Terre. Donc là, on voit toujours cet échauffement. On est à environ 71 km de la Terre, avec une vitesse qui quand même reste assez élevée. Ah bah si, on le voit bien là sur le côté de la jupe. Voilà, on le voit bien que ça a été un petit peu détruit, mais heureusement, ça n'a pas endommagé donc, les moteurs pour le retour du Starship. Là, on voit bien l'état. Si vous apercevez, tiens, j'en profite, on aperçoit des petites tommettes, là, ces petites tommettes sur votre gauche. Ce sont des Starbrick qui étaient testées, peut-être d'un composant différent, pour voir comment elles résistaient à cet échauffement et ce retour sur Terre. Là, nous sommes à moins de 70 km, toujours une vitesse encore très élevée. À ce moment de la descente, on est encore à 24 000 km/h, 24 600. Mais là, le Starship commence un peu, je dis bien un peu, à freiner sa course pour sa redescente sur Terre. Et alors, je vais vous en parler quand même un petit peu avant, c'est qu'il y a eu un nouvel habillage du bouclier thermique qui avait été testé sur le flanc de celui-ci. Et vous verrez d'ailleurs à la fin que ça n'a pas très bien résisté, ça non plus, ça ne fait pas partie des réussites. Ces Starbrick qui ont été testés en tout cas, puisque quand elles sont rentrées dans l'atmosphère, le ventre du Starship a pris une couleur orangée comme de la rouille. Et en fait, c'est que les Starbrick n'ont pas très bien résisté. Alors heureusement, l'engin est assez blindé pour faire face à cet échauffement. Mais là, ce n'est pas vraiment l'une des réussites de ce retour sur Terre. Voilà, le bouclier thermique en tout cas, ce jour n'est toujours pas vraiment efficace pour qu'on puisse dire quand un Starship reviendra sur Terre et qu'on le récupérera, on peut le remettre tout de suite sur le pas de tir. Or, c'est l'une de ses vocations de pouvoir redécoller dans l'heure qui suit, si c'était vraiment dans l'absolu ce qu'on attend du Starship. Là, on voit bien les ailettes qui sont échauffées, qui ont souffert aussi d'ailleurs parce que ça avait été l'un des points faibles de la version 1, ces ailettes souvent où le feu et la chaleur s'engouffraient par rapport à un habillage des briques qui n'était pas homogène, et donc dès qu'il y a un petit trou, forcément la chaleur passe, et 1600 degrés malheureusement, c'est souvent assez fatal pour qu'on ait ces échauffements. Toujours une vitesse qui réduit, là on est à 23 000 km/h, et donc on est à 66 km du retour du Starship. Alors le Starship qui a suivi à peu près le même parcours que les vols précédents, c'est-à-dire un vol balistique, on est monté à grand maximum 190 km au-dessus de la planète. Et là, on commence à descendre entre 120, on s'est stabilisé entre 140 et 150 km. Et là, l'avion, on est dans la descente. On est à moins de 64, allez, un petit peu plus, 65 km de la Terre. Là, on voit quand même qu'il souffre beaucoup encore, le Starship. Alors, le progrès quand même avec l'amélioration qui a pu être faite, si on peut parler d'amélioration sur ce bouclier thermique, c'est que dans les premières versions du Starship, on voyait ces espèces de boursouflures sur la coque du vaisseau, c'est-à-dire le haut de la coque que vous voyez là sur votre écran, qui était lié à cet échauffement qui n'était pas assez refroidi. Le vaisseau qui n'était pas assez refroidi, donc à cause des briques. Là, on s'aperçoit que sur la version 2, sur la V2, il y a quand même cet avantage, c'est qu'il a l'air moins abîmé, il y a moins ces boursouflures sur la partie qui n'est pas protégée par les Starbrick. Donc ça, c'est peut-être un léger plus. En revanche, ça commençait à sentir bon, on commençait à apercevoir l'océan Indien en dessous des pieds du Starship. Et c'est vrai qu'on se dit, allez, à 62 km, tout va bien se passer. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Et la descente qui s'effectue. On a eu peur quand même pour ce vol parce que c'est vrai que quand on a vu qu'il y a eu une explosion, qu'ensuite les ailettes étaient quand même assez endommagées et que celle du bas avait vraiment gravement souffert, il y avait de quoi se poser des questions. Mais bon, jusque-là, ça s'est plutôt bien passé. Alors il y aura beaucoup de travaux à venir. Déjà, on le rappelle, le bouclier thermique sera amélioré pour avoir vraiment quelque chose de fiable, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Je pense que les moteurs, le test des moteurs était un test assez rapide et que ça mérite aussi d'être amélioré. La bonne nouvelle, c'est qu'on va passer à la V3 du Starship, alors qu'il sera une version encore un peu améliorée, mais qui ne sera pas la version qui était annoncée à l'original, c'est-à-dire une version plus grande du Starship, mais on va certainement, grâce aux données en tout cas de ce retour, et ce qui va permettre en tout cas d'avoir des datas, des données pour savoir ce qu'il faut encore améliorer. Et là, je pense que
que SpaceX en a pas mal de données sur ce retour. Donc il ne sera pas forcément plus long, mais il y aura des améliorations sur le fuselage, sur forcément donc, le bouclier thermique, et puis sur l'architecture en elle-même du Starship, sur son architecture interne, pour éviter les différentes fuites qu'on a pu avoir par les vols précédents. Donc ça, c'est la version V3 qui va apparaître, alors non pas pour le prochain tir, mais pour le tir suivant, puisque le S-38 est encore un Starship V2. Donc je ne sais pas ce que sera ce vol. À mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de grosse différence avec ce vol-là. On va peut-être à nouveau tester de faux satellites pour vérifier si la trappe fonctionne bien, si l'éjecteur pèse hein, de satellites fonctionne bien aussi. Je pense qu'on aura aussi dans ce vol prochain de faire comme ça s'est fait pour le booster, le faire arriver dans des conditions extrêmes pour voir comment il réagit. Et je pense qu'encore une fois, c'est ce qui sera fait sur cette version du S-38. Peut-être une amélioration aussi du bouclier thermique, mais sinon je pense qu'on aura le droit à peu près au même type de vol, hein, c'est-à-dire un vol balistique à 190 km d'altitude. Donc on est vraiment sur une orbite assez basse. Mais il n'y aura pas de gros changements, je pense, par rapport au plan de vol. Voilà, je pense qu'on va surtout tester voilà, le chip sur son retour avec ce bouclier, et puis peut-être le faire arriver sur un angle un petit peu différent pour voir comment il réagit, si on l'incline un peu plus, si on allume les moteurs un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt. Voilà, c'est ce genre de choses, c'est ces petits détails techniques qui vont servir, puisqu'on le rappelle, on sera sur la version V2 qui finalement au total n'aura pas été une réussite totale, cette version du Starship. Alors la V3, on l'a dit, sera pas trop différente sur sa taille. Ce qui apparaîtra sur la V3 aussi, ce sont des petits points sur les côtés qui permettront de récupérer le Starship, parce que l'idée aussi sur cette version V3, et c'est ce qu'a dit Musk, c'est de pouvoir enfin récupérer le Starship, soit en fin d'année, au mieux, soit en début d'année 2026. À 51 km de l'océan Indien, le Starship est toujours en vie. Ça, je pense que ça devait réjouir. Là, on voit, hein, il a plutôt une position verticale dans sa descente. Je pense qu'à un moment, il va même d'ailleurs se mettre à l'horizontale et il va faire ce qu'on appelle le flip au dernier moment. Le flip, c'est le rallumage des moteurs. Et donc, il se remet à la verticale, ce qui va freiner ensuite avec l'allumage des moteurs son arrivée, alors pas sur Terre pour le coup, mais dans l'eau. Pour pouvoir dans l'avenir, hein, quand il arrivera sur la tour Mekazila, eh bien d'arriver au ralenti à une vitesse moindre. Puisqu'on parle de vitesse, vous avez vu la différence entre 20 km d'altitude, on a perdu pratiquement 10 000 km/h, c'est énorme, hein, plus de 10 000 km/h, là on est à 10 800. Je pense que là, à ce moment-là, les techniciens de SpaceX se sont dit, bon, 10 000 km/h, il est toujours en vie, le frottement doit être moins important, donc normalement il n'y a aucun risque pour qu'il se passe quoi que ce soit. Il aurait pu se passer une explosion, mais voilà, là je pense qu'il n'y a plus de risque du frottement, en tout cas de l'atmosphère sur le vaisseau, pour qu'il puisse s'enflammer. Si au cas où, on voit bien comment l'aileron est vraiment abîmé. Regardez bien à droite, hein, c'est impressionnant. Je crois qu'il y a encore du progrès de ce niveau-là. Ça fait partie des choses donc, à corriger. On est à ce moment-là donc à plus d'une heure de vol quand même. La satisfaction chez SpaceX, et c'était important d'ailleurs hein, pour ce 10e vol, je pense qu'elle est là et qu'il fallait forcément faire quelque chose d'important pour au moins en tout cas réussir ce vol. Voilà, descente qui se passe plutôt bien, je le disais. Et alors ce qui est étonnant, c'est que malgré que les ailerons soient endommagés, ils arrivent encore à se diriger. C'est ça qui m'a vraiment impressionné. Voilà. 39 km, et là la vitesse a encore baissé de moitié. On est à moins de 6000 km/h, ce qui commence à faire presque le vol d'un avion
un avion à réaction. Enfin, le double, hein, quand même. Ouais, facile. Je vais attendre un petit peu qu'on voit la fin, donc l'arrivée, puisqu'en plus SpaceX avait quand même installé des bouées dans l'océan Indien, là où il souhaitait qu'il atterrisse. D'ailleurs, ça montre une chose encore une fois, hein, c'est que le Starship a quasiment atterri à quelques mètres près de l'endroit où on souhaitait le faire poser. Ça veut dire une chose, hein, c'est que clairement aujourd'hui, on serait capable pratiquement de le récupérer. Bon, après, tout dépend des infrastructures du vaisseau. Si les pattes de soutien qui doivent le récupérer sur la tour Megazilla sont endommagées, bah non seulement ça va exploser parce que le Starship va se rater à l'arrivée, et ça va endommager le pas de tir. Le pas de tir numéro 2, s'il est endommagé, je ne vous raconte pas, on peut dire que la SpaceX va prendre beaucoup de retard ensuite, même si elle construit des tours de lancement similaires en Floride sur la base de Cap Canaveral. Donc là, on est à 30 km, 30 km tranquillou, un Starship qui a bien résisté. On voit bien la trappe, si vous regardez au-dessus, ah bon là on ne la voit plus, on voyait bien la trappe d'où sortent les Starlink et d'où ils sortiront les vrais. Je ne sais pas s'il y aura des vrais Starlink qui sortiront, mais dans les projets, l'entreprise aimerait bien en lancer d'ici la fin de l'année pour vraiment avoir une mission commerciale de ce vaisseau. Il faut vraiment que tout soit au point. En résumé, moi je dirais quand même une chose, hein, c'est que malgré les explosions des vols précédents, qui ont été liées souvent soit à une fuite d'ergol, soit une petite erreur de technicité au niveau du mécanisme à l'intérieur, je pense à la tuyauterie, qui a été corrigée, hein, tout a été corrigé. Globalement, on sait décoller, on sait faire une séparation, on sait l'envoyer en vol suborbital, on arrive à le faire revenir, on a les bases aujourd'hui chez SpaceX, maintenant ça va être de l'affinage, mais en tout cas ce vol était important pour la poursuite du programme, parce que je pense que si on avait une explosion, ça aurait remis beaucoup de choses en cause, même si j'ai du mal à croire qu'on puisse d'un seul coup décider de tout abandonner. On a vu dans l'aérospatiale malheureusement qu'il y avait des idées comme ça qui avaient été menées, même une fusée récupérable à 100%. Hein. C'est un projet qui a été développé par les Russes, les Américains, et des projets qui ont souvent été abandonnés, qui ont coûté des millions et des millions de dollars. Voilà, donc pourquoi pas. Mais si aujourd'hui Elon Musk devait dire on arrête le projet Starship, je pense que pour lui, il peut survivre, hein, j'imagine, puisqu'avec Starlink, c'est ce qui rapporte le plus d'argent à l'entreprise et que la Falcon 9 peut le faire, donc pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'après tant d'années pour avoir créé ce vaisseau, et en si peu de temps, on le rappelle, ce qui est déjà extraordinaire, j'imagine mal qu'on arrête ce projet. Voilà. Là, on est à 9 km, un petit peu moins de 10 km de l'arrivée. Voilà, là, on les voit bien, ces petites briques là, qui ont été rajoutées sur les ailerons pour tester justement des infrastructures différentes, pour voir si elles sont plus efficaces pour combattre la chaleur, bien sûr. Alors là, le Starship, vous voyez, se met quasiment à l'horizontale. Donc là, il est comme un planeur. D'ailleurs, on voit bien, il arrive comme un avion, quasiment comme un avion. Imaginez, là, vous êtes près du hublot et c'est l'aile que vous voyez qui bouge. Bon, si elle était dans cet état-là, je pense que le vol ça ferait pas rêver. Puis je pense que ça vous encouragerait pas, ou du moins peut-être à faire votre prière. Voilà. Tiens, je voulais vous en parler. Si vous avez aimé ce vol du Starship, n'hésitez pas à me le dire. Vous allez juste en dessous de cette vidéo, puis vous me mettez un petit peu vos commentaires. Ce sera toujours avec plaisir. Voilà. Là, il arrive, hein, il n'est pas très loin, il est à 3 km et on est à 380, un petit peu moins de 380 km/h. On est à la vitesse d'un TGV. Vous voyez, ça va, c'est pas violent. Quand on pense qu'il était à 26 000 km/h au plus haut dans ce vol. Donc là, il va atterrir en mer et on va le voir, donc il va normalement rallumer ses moteurs, aller à moins d'1 kilomètre. Je pense qu'on va pas tarder à les voir. Là, justement, on regarde sur une caméra qui est sur le sur le dos, du Starship. Et normalement, dès qu'on va voir une flamme, ça va être les moteurs qui se rallument. Je sais que la télémétrie n'a pas fonctionné, ou alors il y a eu un décalage. Voilà, là les moteurs se rallument, et regardez, dans la télémétrie, le Starship qui se repositionne à la verticale, et là, il va arriver. Et regardez le ventre
tout rouillé. Et ça prouve que le revêtement qui avait été utilisé n'a pas bien fonctionné. Donc ça fait partie des petits échecs de cette mission. Mais en tout cas, retour et forcément arrivé dans l'eau. C'est le grand boom, c'est la fin du vol, voilà, du Starship. Voilà, j'espère que cette vidéo récapitulative de ce vol numéro 10 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne L-Prod. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.